j'ai participé il y a quelques années à un petit comité de réflexion dans des pays du Nord avec des écologues et des forestiers. J'étais le paysagiste témoin. Et un de ces écologues faisait une hypothèse intéressante, enfin une hypothèse, une observation. Il disait, mais il y a certains lotissements que finalement nous observons comme des forêts parce que la densité des végétaux, leur palette, leur stratification correspondent en effet à la définition d'une forêt, donc forêt urbaine. Alors c'était une sorte de pirouette, mais que j'ai trouvé intrigante. Alors du coup, j'ai pu ce week-end lire l'étude de la Pure, qui est remarquable, et je me suis livré un tout petit peu de calcul. Alors désolé, c'est un peu laborieux, mais vous verrez que c'est assez éclairant. Alors je rappelle juste, parce que moi je repars de très loin, qu'un hectare c'est 10 000 mètres carrés, qu'un kilomètre carré c'est 100 hectares. Parce que sinon on sera perdu. J'ai lu aussi par Jean Viard, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a 16 millions de maisons en France et 12 millions d'appartements. Parmi ces 16 millions de maisons, 3 millions sont des résidences secondaires. On revient sur le Grand Paris. Grand Paris, environ 400 000 maisons, avec des parcelles moyennes de 400 mètres carrés et des bâtiments qui en occupent la moitié, donc 200 mètres carrés moyens par parcelle de vide. Donc 400 000 fois 200 mètres carrés. Alors déjà, le total des parcelles, c'est 160 km carrés, soit 16 000 hectares. Le total du bâti, 8 000 hectares. Le total du vide, 8 000 hectares. Alors, quand même, quelques références qu'on a tous en tête. Le bois de Boulogne, ce sont 800 hectares. Bois de Vincennes, 1000 hectares. 13e arrondissement, 7 km carrés, soit 700 hectares. Paris, 105 km carrés. Alors on lit une chose très intéressante dans votre étude, c'est que dans ces parcelles, 12% de la surface est occupée par des arbres. Alors on reprend notre petit calcul, 12% de la parcelle c'est 24% du jardin, donc 24% est une canopée, ça correspond à 16 km², soit 1600 hectares. Aujourd'hui, avec, vous imaginez, 16%, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas l'image qu'on se fait d'une forêt là pour le coup. Et c'est 1600 hectares, ben vous voyez, c'est 2 fois le bois de Boulogne, aujourd'hui avec une présence d'arbres quelconque. Du coup, en repensant à ce que disait cet écologue suédois, je me dis, faisons une hypothèse. Admettons que de 20% d'occupation de la parcelle, on passe à 50% d'occupation en arbres. Donc on augmenterait la canopée de 30%. Alors, pardonnez-moi, je ne suis pas très bon en maths, mais on arrive quand même à 3000 hectares supplémentaires, soit 30 km². Et avec une densité forestière moyenne, on arrive à 3 millions d'arbres. Alors, bon, c'est tout de même... et je ne parle que des espaces privés. Nous parlerons des espaces publics dans un deuxième temps. Alors, l'idée qui vient en tête, évidemment, en repensant à cet écologue suédois, c'est qu'on pourrait très bien... Au fond, ce qu'on dit là correspond à nos pratiques urbaines. Lorsque nous sommes dans des projets de ville, on prescrit des surfaces d'occupation des parcelles privées, on prescrit des modes d'occupation, on prescrit une certaine protection de la pleine terre. Et aujourd'hui, on s'engage tous à introduire une palette maîtrisée. En Île-de-France, il y a une palette végétale contrainte, maîtrisée pour les projets publics, mais aussi dans les prescriptions privées. Donc, c'est quand même un sacré projet. Hein. Enfin, vous voyez, 3000 hectares d'augmentation, encore une fois, c'est 3 fois le bois de Vincennes, simplement en passant de 20 à 50% d'occupation par des arbres, des jardins, soit 25% des parcelles privées. Donc, c'est rien. C'est tout à fait faisable. Mais ça peut se faire vraiment d'une manière écologique. C'est-à-dire, on pourrait très, très bien imaginer, en fonction des topographies, en fonction de l'humidité, en fonction des expositions, des sols, de la nature en place, avoir des véritables projets d'écologues et de paysagistes, et de qui vous voudrez, pour transformer progressivement en associant bien entendu tous les acteurs nécessaires. Mais au fond, on a entendu ce matin beaucoup d'exemples sur la manière dont ces choses existent en termes de construction et d'habitat. Il n'est pas très compliqué, selon moi, de l'imaginer en termes de projets paysagers. Donc finalement, la vision, c'est de se dire qu'on pourrait très bien avoir un projet sur des territoires considérables, encore une fois, dans le Grand Paris, très facile, 30%, c'est rien du tout,
on a 3 bois de Boulogne qui pourraient être plus intéressants que le bois de Vincennes, d'ailleurs, plus grand, qui pourraient être plus intéressants parce que ça pourrait relever d'une véritable vision scientifique. On pourrait vraiment, tout d'un coup, se poser des questions. Dans l'étude de la Pure, qui est très intéressante, il est montré des choses terribles. C'est-à-dire, ces jardins ne valent pas un clou aujourd'hui. Écologiquement, ce sont des pelouses sèches, mal entretenues. Ce n'est pas un milieu vivant. Les sols, alors c'est très bien dit, puisqu'on montre que beaucoup les gens ont planté forcément le sapin de Noël, puis les tuyas qu'on connaît bien, et ces conifères ont contribué à totalement détruire ces sols. Ces sols ne veulent rien, n'absorbent pas l'eau, sont stérilisés. Donc il y a un vrai gros projet écologique qui s'ajoute aux 3000 hectares, les 1600 déjà existants. Donc il y a 5000 hectares de nature potentielle dans les lotissements parisiens. Et au fond, avoir 4 fois et demi le bois de Boulogne, c'est pas évident à trouver. Dernier grand parc au nord de Paris, parc du Saussay, 200 hectares, 1984. Donc c'est tout de même un levier qui m'apparaît considérable. J'ai presque fini, j'imagine que j'ai usé mon temps aussi. Alors évidemment, après ça, puisqu'on parlait de l'État, si on revient à une extrapolation, avec nos 16 millions de maisons, on exclurait les maisons secondaires qui sont forcément dans des lieux déjà paradisiaques. Pour les 13 autres millions d'habitations, eh bien, ça fait 5 fois la forêt de Fontainebleau, avec ce même ratio d'augmenter seulement de 30% les parties, enfin en arbre, les parties non construites. Au fond, un projet facile. Et d'autant plus facile si on change quelques petites règles, notamment celle des limites de propriété. Alors effectivement, il y a des choses, j'ai oublié de parler du public, c'est quand même important, pardon. Mais ça, c'est presque anecdotique. J'ai vécu aux États-Unis, dans des endroits bien plus denses que ceux dont on parle là. Et puis, il y a beaucoup d'arbres, finalement. Vous allez à Cambridge, comme ça, il y a beaucoup d'arbres. C'était autrefois populaire, Cambridge. Et simplement parce qu'on plante des arbres sur les limites de propriété. Donc, ça n'empêche pas d'avoir le barbecue, la bagnole, le garage, etc. Ça change tout. Nous avons une règle du jeu qui fait qu'on ne peut pas planter à moins de 2 mètres. Alors, il y a des règles, j'ai regardé sur Internet, c'est marrant, d'ailleurs, vous êtes assassiné. Si vous avez un arbre de plus de 2 mètres, à moins de 2 mètres de la limite, c'est foutu. Or, comme il y a déjà la voiture, on a perdu 4 mètres, etc. Donc, simplement pouvoir planter des arbres sur les limites de propriété permettrait de conserver le magnifique garage et quand même d'avoir ces plantations, par exemple. Mais si on parle du public, c'est très intéressant. Je suis désolé, c'est vraiment important, parce que ça a bien été montré dans les typologies analysées. Puis il y avait des études à Bordeaux, je vois Stéphane Defaille. Évidemment, parce que ce sont des petites parcelles nombreuses, il y a beaucoup de voiries. Le pourcentage de voiries par rapport au nombre d'habitants est gigantesque dans un milieu pavillonnaire. Donc en effet, le public se trouve là en face d'un sujet grave, puisque voirie égale entretien, voirie égale réseau, etc. Éclairage public. Donc il y a un vrai sujet. Comment optimiser un réseau surabondant de voiries pour peu de monde, quand bien même on densifierait un peu? Les hypothèses qu'on peut faire, qui existent, il y a des projets comme ça, et les Belges le font assez bien. Il est parfois possible d'avoir des sens uniques. Dès lors qu'on a des sens uniques, on libère une certaine surface dont on n'a pas les moyens d'une véritable évolution. Désimperméabiliser, faire des trottoirs, ce serait super, mais vu la quantité de surface que l'on évoque, inenvisageable. Alors les Belges, très pragmatiques, eux, plantent des arbres. Paf, on met un sens unique, on met un arbre avec une petite signalisation, parce que c'est éventuellement dangereux. Mais progressivement, on change complètement le statut. Et dans le quartier de Codéran à Bordeaux, il y avait eu l'hypothèse justement d'une plantation d'arbres. Ça a été continué d'ailleurs par Michel Courajou, d'une plantation d'arbres extrêmement importante, simplement en passant en sens unique un certain nombre de voiries. Ces arbres-là, soyons réalistes, n'empêchent pas pendant un certain temps le stationnement des voitures entre eux. Il y a là aussi dans le domaine public une marge d'adaptation, mais qui nous demande donc une grande créativité. Mais si on cumule, mais pour le Grand Paris, mes 3 bois de Vincennes plus des voiries transformées, c'est un projet fantastique. Merci beaucoup.